Sur cette image, prise le 26 août 1944, date de la libération de Paris, on peut voir de droite à gauche le général de Gaulle, Achille Péretti, caché par le général qui a participé à la résistance dans le réseau Orion. Futur député et maire de Neuilly, il s'est chargé de recueillir des renseignements et préparer la libération en zone sud. Claude Guy, aide de camp de Gaulle, le général Philippe Leclerc et le général Alphonse Juin, tous réunis place de l'Étoile pour passer en revue des éléments des 5e et 6e compagnies du régiment de marche du Tchad. Charles de Gaulle passe ensuite en revue la 9e compagnie, qui, elle, était rentrée en premier dans Paris le 24 août. Après cette revue, il fleurit le tombeau du soldat inconnu et descend à pied les Champs-Élysées jusqu'à la Concorde. Mais pour comprendre cet événement, il faut remonter au 6 juin 1944, à l'aube, lorsque les côtes normandes commencent à résonner du fracas des bombardements et du rugissement des moteurs d'avions et de véhicules terrestres. C'est l'heure du débarquement allié de Normandie. Après 4 années d'occupation nazie, l'heure de la libération a sonné pour la France. Parallèlement au débarquement de Normandie, se déroulera aussi un débarquement plus tardif en Provence, qui prendra en France les Allemands en tenaille. Ces journées historiques marquent le début d'une campagne qui redonnera à la nation française sa liberté et sa dignité. Comme l'a déclaré le général américain Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées. Nous embarquons dans cette grande croisade que nous nous efforçons de préparer depuis des mois. Aujourd'hui, focus sur la libération de la France et la fin de la Seconde Guerre mondiale dans notre hexagone. Le 6 juin 1944, une page décisive de l'histoire s'écrit sur les plages de la région de Normandie. Ce jour, connu sous le nom de D-Day, marque le début de la fin de l'occupation nazie en Europe. L'opération Overlord représente la plus grande opération amphibie, c'est-à-dire une opération à la fois maritime et terrestre de l'histoire militaire. Plus de 150 000 soldats, américains, canadiens et anglais, s'apprêtent à fouler le sol français, soutenus par environ 7 000 navires et 11 000 avions. Les plages de Normandie, Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword deviennent le théâtre d'une bataille décisive pour l'avenir de l'Europe. Le général américain Omar Bradley témoignera plus tard. Chaque homme qui a survécu à cette journée sait qu'il a participé à quelque chose d'historique. Les premières heures sont terrifiantes. Sur Omaha Beach en particulier, les pertes américaines sont particulièrement lourdes. Entre 2000 et 2500 soldats, souvent jeunes et inexpérimentés, et qui partaient au combat pour la première fois, meurent sous les tirs de l'ennemi. Pourtant, la détermination des soldats alliés finit par l'emporter. Dès le 7 juin, les premières localités normandes sont libérées. Bayeux devient la première sous-préfecture française à retrouver sa liberté. Les habitants, incrédules, sortent de leur maison pour accueillir leur libérateur. Une habitante de Bayeux se souviendra. Nous n'osions plus y croire. Voir ces uniformes alliés dans nos rues, c'était comme un rêve qui devenait réalité. Les semaines suivant le débarquement sont cruciales. Les Alliés doivent consolider leur position face à une contre-offensive allemande attendue. La bataille de Caen devient un enjeu majeur. Cette ville stratégique, que le général britannique Bernard Montgomery espérait prendre dès le premier jour, résiste jusqu'au 9 juillet. Le bocage normand, avec ses chemins creux et talus épais, devient un piège mortel où chaque champ se transforme en forteresse. La guerre des haies commence. Les GI américains surnomment cette région l'enfer vert. Malgré les difficultés, village après village, la Normandie se libère progressivement. Winston Churchill, le Premier ministre du Royaume-Uni, visitant les troupes en Normandie, déclare avec émotion. Cette opération est sans doute la plus compliquée et la plus difficile qui ait jamais eu lieu. Le 15 août 1944, un second front s'ouvre au sud de la France. L'opération Dragoon voit débarquer près de 100 000 hommes entre Toulon et Cannes. Environ 40 à 50% étaient issus de l'Empire colonial. Cette fois, les forces du général Delattre de Tassigny, la première armée française, participent massivement à l'opération aux côtés des Américains. Cette opération des forces franco-américaines, débarquant sur les plages de Provence, prend totalement les Allemands par surprise. En effet, contrairement à ce qu'il se passe en Normandie, la résistance allemande en Provence s'effondre rapidement. Les forces de l'Axe, prises en tenaille et harcelées par la résistance française, les FFI en particulier, ou forces françaises de l'intérieur, ne peuvent maintenir leur position.
Toulon est libéré le 27 août 1944, Marseille le 29. La remontée de la vallée du Rhône peut alors commencer. Jean Moulin avait prédit avant sa mort. Un jour viendra où la résistance et les Alliés uniront leurs forces pour chasser l'occupant. Ce jour est arrivé. Le 30 juillet 1944, les forces américaines du général George Patton exploitent la brèche des lignes allemandes à Avranches en Normandie. Cette brèche ouvre la route vers l'intérieur de la France. La 3e armée américaine se rue vers la région de la Bretagne et de la Loire, tandis que d'autres unités foncent vers Paris. La progression fulgurante des troupes de George Patton déstabilise complètement le dispositif défensif nazi. Hitler ordonne une contre-attaque désespérée vers Mortain, commune française de la région de Normandie, espérant couper les lignes d'approvisionnement alliées. C'est un échec cuisant, qui transforme la retraite allemande en déroute. La poche de Falaise se referme sur la 7e armée allemande, causant des pertes considérables à l'ennemi. Le 19 août 1944, Paris se soulève. Malgré les ordres de Charles de Gaulle de patienter, la résistance parisienne, menée par les FFI, les forces françaises de l'intérieur, prend les armes. Les barricades surgissent dans tous les arrondissements. Le consul de Suède, Raoul Nordling, négocie avec le général allemand Dietrich von Choltitz pour éviter la destruction de Paris. Hitler a ordonné de réduire la capitale en cendres plutôt que de la livrer intacte. Choltitz hésite, conscient de l'ampleur du crime que représenterait la destruction de la ville lumière. Le 24 août, la 2e division blindée du général Philippe Leclerc pénètre dans Paris par la porte d'Italie. Le char Montmirail atteint l'hôtel de ville en fin d'après-midi. Le capitaine Raymond Drone devient le premier officier allié à pénétrer dans la capitale française. Le 26 août 1944 restera gravé dans l'histoire de France. À 15h30, le général de Gaulle descend les Champs-Élysées au milieu d'une foule en liesse. Les Parisiens acclament leur libérateur. Malgré les coups de feu sporadiques des francs-tireurs, rien ne peut ternir cette journée de liesse. Depuis l'hôtel de ville, de Gaulle prononce ces mots historiques. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Simone de Beauvoir, témoin de ces heures extraordinaires, écrira. J'ai su ce jour-là ce que c'était que d'être heureux jusqu'aux larmes. Après Paris, la libération s'accélère. Reims tombe le 30 août, Lyon le 3 septembre, Nancy le 15. Les armées alliées venues de Normandie font leur jonction avec celles remontant de Provence près de Dijon. La France se libère de l'occupation nazie à un rythme effréné. Pourtant, tous les combats ne sont pas terminés. Certaines places fortes comme Lorient, Saint-Nazaire ou Dunkerque restent aux mains des Allemands jusqu'à la fin de la guerre. Ces poches de résistance mobilisent des forces françaises considérables. La première armée française du général Jean Delattre de Tassigny participe à la libération de l'Alsace-Lorraine. Mulhouse est libérée le 21 novembre 1944, Strasbourg le 23. Le général Jean Delattre de Tassigny déclare solennellement. L'hiver 1944-1945 apporte une dernière épreuve. L'offensive allemande des Ardennes, lancée le 16 décembre 1944, menace un moment les acquis de la libération. Les troupes françaises participent à contenir cette ultime tentative nazie. Le 31 mars 1945, la première armée française franchit le Rhin à Speyer. Les soldats français foulent le sol allemand, accomplissant le rêve de millions de Français humiliés en 1940. Cette progression se poursuit jusqu'à la ville allemande de Stuttgart et aux confins de l'Autriche. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule sans condition. La France compte parmi les vainqueurs et est présente à Berlin pour la signature de l'acte de reddition. Le général Delattre de Tassigny signe, au nom de la France, consacrant le retour du pays dans le concert des grandes nations. Le pays enfin libéré peut commencer à se reconstruire. Les célébrations sont immenses et l'espoir renaît. La victoire est à nous, mais nous devons nous souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour cette liberté. En effet, il ne faut pas oublier que cette victoire a un prix. 567 600 morts côté français, dont 350 000 civils. Mais elle redonne à la France sa fierté et sa place dans le monde. La libération de la France ne fut pas seulement une victoire militaire, mais surtout une renaissance nationale. En 11 mois,
de juin 1944 à mai 1945, le pays a retrouvé sa liberté grâce au sacrifice des Alliés, au courage de la résistance et à la détermination des Français libres. Cette libération reste aujourd'hui un exemple de ce que peuvent accomplir des peuples unis dans leur refus de l'oppression et leur aspiration à la liberté. Elle nous rappelle que la démocratie et les droits de l'homme ne sont jamais acquis définitivement et qu'il faut sans cesse les défendre et les chérir. Le sacrifice de ceux qui sont tombés pour notre liberté ne doit jamais être oublié. Leur mémoire nous oblige.